diriez que ce à quoi nous assistons aujourd'hui est la première manifestation d'une crise liée à la transition énergétique? Je pense que c'est pas que ça. Enfin, je pense que malheureusement, quand on voit ce qui se passe dans le pays, c'est plus profond. Je pense que ça renvoie, on a tendance à l'oublier. Au soir des campagnes, dans toutes les soirées électorales, tout le monde tire les leçons. Et lorsqu'on a eu les soirées après l'élection présidentielle, il y a eu plein de beaux articles dans vos papiers, comme quoi qu'il y avait en France deux France, une fracture territoriale. On parle des territoires périphériques, que ce soit les banlieues ou les territoires provinciaux. Alors on le théorise, mais après on passe à l'action et on a tendance à les oublier, si ce n'est qu'ils reviennent de plus en plus fréquemment dans la vie politique française. Je pense que donc le sujet de fond, c'est profondément comment un mal-être, enfin comment vivent sont de Français et comment dans un pays développé où le niveau de protection est extrêmement élevé, je pense qu'en fait nos concitoyens sont finalement très, très, très conscients de ce qui se passe. Ils voient bien que dans un monde global comme le nôtre, finalement, avec l'émergence de puissances économiques, la Chine, des pays émergents, on a peut-être plus de choses à perdre devant nous qu'à garder. Je pense qu'il y a quelque part du bon sens. Alors, dans tout cela, l'affaire des taxes sur le carburant renvoie à des choses assez fondamentales qui est finalement, mais c'est vrai dans toute réforme, dans toute réorganisation, même chez Total, c'est quand on veut changer des choses, la question c'est à quel rythme pouvons-nous aller. Et ce que les Français ont exprimé à travers leurs commentaires sur ces taxes sur l'essence, alors en plus ça s'est cumulé, il y avait le rattrapage et diesel essence, finalement écoutez, ça va trop vite notre portefeuille. Pourquoi ? Parce que l'énergie c'est un bien essentiel, c'est un bien fondamental. Quand vous commencez à faire votre budget, vous avez un salaire chaque mois, vous commencez à vous loger, à devoir vous chauffer, à faire fonctionner votre voiture parce que votre travail est à 15 ou 20 km. Enfin, il y a des choses qu'on ne peut pas éviter. Donc si cette facture de base de besoins essentiels augmente, vous amputez les budgets pour vous vêtir, enfin pour faire autre chose. Et je pense que là, on a atteint, et c'est toujours ce que je dis, finalement, l'énergie, le vrai challenge qu'on a tous, et notamment, c'est finalement qu'en fait les gens ils veulent une énergie qui soit plus propre, oui, quelque part, et c'est-à-dire plus compatible au climat, et qu'ils aspirent à un environnement, à une qualité de l'air de meilleure qualité, mais en même temps, l'essentiel c'est qu'elle soit pas chère. Parce que c'est un bien essentiel. Et c'est ça tout l'enjeu qu'on a aujourd'hui, c'est comment on rend compatibles ces deux challenges qui sont assez antagonistes en fait. Et enfin, pour les rendre compatibles, plus exactement, il faut trouver le bon rythme. Et alors bien sûr qu'il y a une urgence qui est annoncée par les scientifiques climatiques, mais on voit bien qu'à la fin, y compris dans un pays développé comme le nôtre, c'est ça qui me frappe. Le pouvoir d'achat est élevé. Alors, je ne vous dis pas dans les pays émergents, ils sont à 100 milieux de ça. Mais je pense qu'on a touché du doigt le fait que, oui, et une transition dite énergétique, c'est beaucoup de capitaux, ça coûte extrêmement cher. Et donc, à quel rythme pouvons-nous le faire ? Les consommateurs, qui sont aussi d'ailleurs les taxpayeurs, enfin finalement ils nous disent oui mais ça va un peu trop vite, donc il faut trouver ce rythme là, voilà, donc je pense qu'il y a un signal, mais profondément je pense que la réflexion, je pense que le débat qu'il y avait cet après-midi à l'Élysée c'était plutôt sur comment faisons-nous au moment où nous sommes il y a eu une accélération incroyable de la globalisation au cours des 25 dernières années. Il y a des courbes impressionnantes qui montrent comment l'économie mondiale s'est fondamentalement globalisée, donc il y a un immense bénéfice pour beaucoup de pays émergents pour sortir des gens de la pauvreté, mais dont les pays qui étaient développés ne voient pas, enfin une partie des populations ne voit pas ce bénéfice-là. Et c'est ce sujet-là qu'il faut que maintenant on touche. Donc finalement, à la fin, c'est qu'est-ce qu'on peut faire concrètement ? Parce que on peut théoriser concrètement. Ce que peut faire Total concrètement, c'est ce que j'ai dit, c'est que ne pas fermer de station-service en France. C'est pas totalement rationnel, mais visiblement la société française a besoin de ça. Faire en sorte que 9 Français sur 10 soient une station de Total à moins de 10 minutes ou 12 ou 15 minutes. Ça, c'est des choses concrètes. Je pense qu'il faut maintenant qu'on rentre dans des choses concrètes, des engagements précis, et qui font que l'entreprise globale comme Total, qui bien sûr bénéficie de ce monde global, montre, parce qu'on a besoin d'une France qui marche, notre siège est en France, moi, j'ai pas, et donc montre aussi aux Français qui sont dans nos territoires qu'on s'occupe d'eux. Voilà, donc il faut trouver maintenant des actes, des engagements forts. Nous nous occupons de tout le monde. Et une société, comme bien sûr, je le dis des fois, peut considérer que c'est le rôle de l'État que de faire de l'aménagement du territoire. Mais en l'occurrence, quand je viens de parler de station-service, il s'adresse à moi, il ne s'adresse pas à l'État. C'est moi qui suis responsable. Donc voilà, donc il y a des choses simples sur lesquelles il faut qu'on retombe peut-être le territoire et le mot pied sur terre. Bon, il faut avoir les pieds sur terre, quoi. Voilà, plutôt comme ça, je prends le signal. Quand le prix de l'essence en 2018 est à
au niveau qu'il est quand le baril vaut $70 et qu'il est le même niveau que quand le baril valait 120, il se doute bien qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas. Qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Ce n'est pas d'ailleurs nécessairement que la faute du pétrolier. D'ailleurs, c'est ce qui nous a frappé depuis un moment. C'est que, donc, ils ont du bon sens. Quand on leur dit que leurs voitures au diesel, alors qu'on les a incités pendant 40 ans à prendre des voitures au diesel par des politiques diverses, maintenant, elle n'est pas bonne. Ils ne savent pas très bien pourquoi. Parce qu'il y a des problèmes de pollution de l'air à Paris, mais quand ils sont en province, ils ne voient pas la pollution de l'air à Paris. Il faut quand même être clair. Et qu'en plus, on leur dit qu'ils avaient un capital et que du coup, leur capital il vaut 30% de moins à l'Argus. Il y a un problème, quoi. Donc, on a cumulé dans ce sujet plusieurs sujets. Et c'est un vrai problème parce qu'à la fin, on fait du climat un sujet d'opposition entre les élites urbaines et le reste du peuple. Ce qui ne va pas. Tout à l'heure, à l'Élysée, il y a une belle expression d'un de mes collègues qui a dit au président, il faut rendre la transition énergétique heureuse. Il faut que ça soit arrêté de faire ça comme une punition. Non, en fait, mais c'est compliqué parce que les gens, ils voient ça comme on m'en prend dans ma poche, quoi. Or, et je vais vous dire là-dessus, soyons clairs, la bonne façon de faire de la fiscalité écologique, c'est qu'elle soit redistributive. On peut le faire. Et il y a un courant américain, Total soutient ce courant, qui est porté par des démocrates aux États-Unis, qui propose de taxer le carbone, mais ils disent aussi, à la fin, il faut que le produit de la taxe soit redistribué aux gens. Il faut qu'il y ait une redistribution. Et dans ce système-là, c'est redistributif. C'est-à-dire que les gens les moins... Parce qu'en fait, quand même, les gens les plus riches consomment plus d'énergie que les gens les plus pauvres. Enfin, ça, c'est vrai. Donc on peut organiser... Mais notre système, il n'était pas du tout redistributif, puisque finalement, on prend par le taxe sur l'énergie, ou on prend par des taxes des choses pour alimenter... Alors pour alimenter quoi? Quelque chose qui est légitime, qui est le budget de l'État français, qui renvoie à tout le système de protection sociale français, qui est extrêmement coûteux. Voilà. Mais simplement, il n'y a plus de lien aujourd'hui entre la cause, on dit que c'est une taxe pour l'écologie, et l'usage qu'on en fait. Donc je pense qu'à la fin, il y a tout ça, ça s'explique, c'est compliqué. Et encore une fois, c'est une question de rythme. D'abord, l'après-pétrole, c'est pas pour aujourd'hui. Je voudrais quand même non, mais je voudrais qu'on arrête de parler de grand soir, quoi. Il y a l'histoire d'une espèce d'idée qu'il y a un grand soir dans le monde de l'énergie. Mais c'est complètement faux. Quelle est la principale énergie aujourd'hui, source d'électricité sur la planète? Le charbon. Voilà. Donc le grand soir, ça prend beaucoup de temps. Encore une fois, l'énergie est un bien fondamental. Et d'abord, il faut qu'elle soit la moins chère. Si l'homme a d'abord exploité du charbon, c'est plus facile à faire que du pétrole. Puis le pétrole et les qualités, c'est que c'est lui qui a l'intensité énergétique la plus forte. Bon, donc, et quand je le dis, c'est pas parce que nous sommes une entreprise pétrolière, gazière et maintenant électricien que je pas pour défendre le pétrole, c'est juste parce que sur ce sujet-là, encore une fois, on peut pas simplement faire des titres simples dans les journaux en disant que des renouvelables demain matin. D'ailleurs, s'il n'y avait que des renouvelables, je peux vous dire, votre facture, elle va augmenter, ça marcherait pas le système. Donc, on a dans tous les scénarios, vous prenez tous les scénarios de tous les experts, il y aura toujours des hydrocarbures en 2050. Donc c'est pas pour demain. Et simplement, pour rendre le monde neutre en carbone, il faut faire des investissements sur des technologies ou investir dans l'entretien de la biomasse de façon à neutraliser. Mais il n'y aura pas de grand soir. Alors, Total, en même temps, on est bien conscient que tout ça, il y a une évolution des marchés, d'abord pour des raisons technologiques et émergence de véhicules électriques, électrification de l'économie. Donc il y a des évolutions des marchés. Et finalement, ce qu'on cherche à faire, c'est de comprendre comment les marchés de l'énergie évolueront et de se positionner pour le futur. Parce que finalement, on a la chance d'être dans une des plus grandes entreprises mondiales du monde de l'énergie, pétrole et gaz, on veut toujours l'être demain matin. Donc les trends profonds, c'est que, de toute manière, qui sont des trends qui existent depuis des années, le pétrole, la croissance du monde du marché pétrolier, il y a peu de croissance, 1%, il peut y avoir une décroissance, c'est pas impossible. Donc là-dessus, la leçon, c'est positionnons-nous, continuons à faire du pétrole, mais positionnons-nous sur des pétroles qui soient résilients, parce que s'il y a une décroissance de la demande, c'est-à-dire que le prix sera plus bas, donc il faut absolument, d'où nos positionnements au Moyen-Orient, là où on produit le pétrole le moins cher, par exemple. Après, il y a un substitut au charbon, mais qui n'est pas gagné, c'est le gaz naturel. D'où le fait qu'on a acquis cette année les activités gaz naturel liquéfié d'Engie pour devenir le numéro 2 mondial avec 10% du marché mondial du gaz naturel liquéfié. Donc on a un très fort axe gaz naturel et on investit de plus en plus parce que le gaz est quand même le bon combustible en termes de base d'électricité à combiner avec les énergies renouvelables. Et puis après, il y a une énergie qui est l'énergie secondaire, mais qui a une croissance plus forte, c'est l'électricité. Parce que l'économie s'électrifie. Et donc là-dessus, on a pris plusieurs actions
pour rentrer, et donc ça va être l'électricité, il faut le stocker, ça se stocke mal, d'où les batteries. L'électricité, il faut le produire par des énergies renouvelables. L'électricité ou des centrales à gaz, parce qu'il faudra bien un moment. À propos, je voudrais quand même que tout le monde regarde la situation de la Belgique. C'est un État à côté de chez nous où, à force de dire on veut le nucléaire va être éternel et on veut pas trop de centrales à gaz, qui va avoir un problème de manque d'électricité cet hiver, quoi. Il faut quand même qu'on regarde. Il y a une idée fausse quand on parle d'électricité nucléaire, c'est l'idée que les centrales nucléaires, on peut les étendre, mais qu'elles ont toujours la même disponibilité. Moi, j'ai jamais vu aucun système industriel qui, plus il est âgé, plus il marche tout le temps au même niveau, quoi. Mais c'est ça les calculs qui sont faits en ce moment. Il faut des centrales à gaz. Il y a un point où je suis en profond désaccord avec ce qui a été lancé le gouvernement, c'est l'idée qu'on ne veut plus construire de centrales à gaz en France. Vous savez ce qui va se passer? Ceux qui sont en train de se dire, elles vont être construites autour de la France, notamment en Allemagne. Et on ira un jour chercher l'électricité en Allemagne pour alimenter la France. Donc il y a un peu des choses qu'il faut quand même. Donc gaz, renouvelable, et donc on a décidé qu'on allait ouvrir une nouvelle activité chez Total. Alors c'est une diversification. Ça ne plaît pas à tout le monde. Et cette diversification, ce n'est pas gagné. Mais on doit construire le futur. Donc on va se positionner sur des marchés en croissance, d'où notre apparition dans le monde de l'électricité, qui sera produite à partir de gaz ou renouvelables et qui sera distribuée à des clients. Et avec Direct Énergie, maintenant, et l'Empiris en Belgique, on a 4 millions de clients et on a l'ambition de croître. Donc Stéphane Denol, Wavestone. L'enquête réalisée en juin dernier par Wavestone et puis l'Institut Labé indique que 61% des Français ne font pas confiance aux fournisseurs d'énergie pour réussir la transition énergétique. Comment Total envisage de créer la confiance avec les nouveaux clients et verdir l'image de Total? Il y a deux sujets là-dedans. D'abord, moi, quand je regarde les enquêtes, et on en fait beaucoup en ce moment, puisque comme on a acheté Direct Énergie, qu'on a Total Spring, il y a le fameux sujet de la marque qui revient, et donc on est en train de regarder précisément comment se positionnent les deux marques. Ce que Total a apporté dans ce marché de l'énergie, en termes d'évolution, enfin, nouvel acteur comme l'électricien alternatif, c'est justement la confiance. C'est-à-dire que là où on touche les Français, c'est que autant, alors à Direct Énergie, plus aujourd'hui, mais à l'époque, autant ils n'ont pas nécessairement confiance dans les producteurs alternatifs, les fournisseurs alternatifs, parce qu'ils se demandent bien comment ça va fonctionner. Autant sur Total, il y a une vraie confiance. Alors l'inconvénient, c'est pas le problème de verre, c'est que Total est vu comme une marque chère. Donc j'ai un problème. À l'inverse, Direct Énergie qu'on a acheté, qui a une très belle position, 3 millions de clients, ils sont vus comme une marque qui est dynamique, jeune, pas chère, enfin bon marché. Donc pour nous, l'enjeu maintenant, c'est de combiner les forces des deux. C'est-à-dire, et si on arrive à combiner la force de Direct Énergie telle qu'il s'est établi dans l'esprit des gens avec le fait que Total donne confiance, qu'on garantit, on aura gagné. Et c'est tout le pari qu'on fait d'ailleurs. Si on est rentré dans ce marché, je peux vous dire en termes de réflexion marketing, c'est que pour nous, aujourd'hui, si le marché français avait peu bougé sur l'électricité, c'est parce que finalement, les gens ont à juste titre extrêmement confiance à EDF, et que face à EDF, il y avait des petits acteurs dont ils se demandaient bien si tout ça était très sérieux. Or, je peux vous dire que même moi, j'ai vu, quand j'ai dit à mon épouse que j'allais aller dans une nouvelle marque, alors c'est Total Spring quand même, mais comment ça veut dire, j'espère qu'il y aura de l'électricité chez moi, quoi, parce que tu n'es jamais là, donc fais attention à ce que tu fais. Voilà, donc du coup, j'ai commencé par le gaz, j'ai vérifié, après j'ai fait l'électricité en 2 temps, pour vérifier, puis ça me permettait de tester 2 fois le service client de Total Spring, voilà. Mais qui marche. J'ai même fait le coup de la véhicule électrique, j'ai même essayé un truc très compliqué, j'ai réussi récemment. Voilà. Donc je pense que voilà, je pense que les Français ils ont confiance en Total. Hein. Je veux dire là-dessus, j'ai aucun doute. On a un indicateur de confiance extrêmement fort. Je pense que c'est marrant, le Grenelle de l'environnement, il l'avait dit il y a 10 ou 15 ans, il avait dit la priorité en France, c'est la rénovation des bâtiments. Puis, je ne sais pas pourquoi on a oublié ce sujet-là. C'est dommage parce qu'en plus, ça crée beaucoup d'emplois, le bâtiment. Donc, il y a un gigantesque... Les Allemands l'ont compris. Les Allemands ont, au cours des 20 dernières années, fait un gigantesque plan d'efficacité énergétique de leurs bâtiments. Nous, on en parle, mais on ne le fait pas. Donc, à un moment, il faudra peut-être s'y mettre parce qu'il y a là un gisement important, y compris, comme vous l'avez dit, pour les gens qui ont les revenus les plus faibles. Si leur logement était plus isolé, mieux isolé, ils paieraient moins cher. Donc je pense que et ça c'est un chantier important. Oui, bonsoir Olivier Gélis, Robert Alf. Dans vos propos introductifs, vous avez répété 2 fois que la transition énergétique c'était une question de rythme. Qu'est-ce qu'un bon rythme et qu'est-ce qu'un mauvais rythme?
Un bon rythme, c'est un risque qui est acceptable par la société. Et le mauvais rythme, c'est quand ça va trop vite. Et quand ça va trop vite, on peut faire beaucoup de bêtises. Le mauvais rythme, c'est ce qu'a fait l'Allemagne en faisant en faisant de l'émotionnel sur le nucléaire, en déclarant qu'il faut dépenser 120 ou 150 milliards pour le renouvelable, qui fait qu'à la fin, on n'a pas eu le temps de mettre en place une politique industrielle européenne, que tous les panneaux sont chinois, et qu'on a fait un cadeau à l'humanité de 150 milliards avec aucun bénéfice. Ça, c'est un mauvais rythme. Ça va trop vite. On peut considérer qu'aujourd'hui, il y a un problème de rythme, de croissance, du rattrapage diesel versus essence. Je veux dire en tout cas, c'est pas moi qui le dis. C'est ce qu'on nous dit. Donc, donc, après, le bon rythme, c'est quelque chose qui, par exemple, je prends l'exemple des chaudières à fioul, qui est un sujet qui commence à devenir célèbre dans ce pays. Le marché décline à peu près 3% par an. Donc il y a un train naturel aujourd'hui en France où les gens qui ont des chaudières à fioul passent naturellement vers d'autres combustibles, ils se raccordent au réseau à gaz. Donc alors vraiment, on va dire 3 fois, il faudrait 30 ans, c'est un peu long. Le gouvernement dit qu'il faut faire ça en 10 ans. Mais en 10 ans, c'est trop rapide. La vérité, c'est qu'on est capable sans doute de le faire entre 15 et 20 ans en s'y mettant de façon résolue. Et du coup, mais c'est exactement comme si chez moi, quand je dis je veux que tout ça soit fait dans 6 mois, des fois ils le font, des fois ils font pas, ils me disent ça marche pas. Et il y a un défaut dans tout ça, c'est quand on a un objectif trop ambitieux, les gens ne vous croient pas, ils ne vous suivent pas, et du coup il se passe rien.